de revenir en Puisaye, une très jolie région. Donc, pour ma part, je suis de la région nantaise, rurale également, élue de la commune, je ne suis pas la maire, mais élue de la commune, donc j'essaie d'allier en fait la pratique avec la théorie, ce qui n'est pas toujours facile. Alors ce matin, je vais parler avec vous de On aménage le monde comme on envisage la vie. Donc moi je viens du monde de la géographie et l'aménagement. Et en fait, l'aménagement, on pense souvent que aménager c'est équiper. Mais en fait, équiper n'est qu'une façon de concevoir l'aménagement. Parce que plus profondément que cela, en réalité, aménager, c'est matérialiser notre façon de voir les choses. Aménager, c'est matérialiser nos idées. Aménager, ça peut être aussi matérialiser des idéologies. Donc, on va essayer de partager ça. Pourquoi? Parce que je pense que vous, acteurs de terrain, vous avez la possibilité, par vos actions, de matérialiser le monde qui est en train de naître, de donner la possibilité au monde qui est en train de naître de s'incarner. C'est très important en fait, l'aménagement. Alors, je vais essayer de... Donc, on aménage le monde comme on envisage la vie, et ça ne vous aura pas échappé. En ce moment même, notre façon d'envisager la vie est en train de changer à grande vitesse. On va le voir ensemble, nous sommes en train de sortir de la modernité. Et donc, notre façon de voir le monde est en train de changer à grande vitesse. Ça veut dire que notre façon d'aménager, d'habiter, va changer. Et donc, c'est cela qu'il nous faut commencer à envisager pour justement, par nos actions sur les territoires, permettre à cela de s'incarner. C'est un peu ça l'idée de ce matin. Alors, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est le monde dans lequel nous vivons valorise la raison. Nous sommes dans la compétence de notre cerveau qui est la raison. Notre cerveau a la compétence de décomposer le réel et le relier par des systèmes de causalité. C'est un peu une vision mécanique du monde. Et cette vision mécanique du monde est notre vision principale. Par exemple, donc c'est une vision mécanique, on va diviser. Quand on arrive dans un conseil municipal, qu'est-ce qu'on commence par faire? Des commissions. Et on va diviser la réalité en plusieurs éléments et on va décomposer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre réalité, elle est comme en pièces détachées. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à saisir je sais pas, tel aspect, on le décompose, les liens de causalité, etc. Mais aujourd'hui, c'est comme si notre monde était comme en pièces détachées. Et la question qu'on se pose, c'est quoi en fait l'ensemble? C'est comme si on avait mis tout en pièces détachées, mais on ne sait plus si c'est une 4L, un avion, on ne sait pas trop ce que est le système dans sa globalité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de récit, on est un peu perdu, etc. Pourquoi? Parce que la capacité d'avoir une vision globale est dans une autre partie de notre dans une autre compétence de notre cerveau. C'est pas une partie à proprement parler, c'est une compétence. C'est le monde qu'on appelle le mythos. Ça donne bien ce que ça veut dire. Le mythe, c'est là où il y a l'histoire. Et cette partie-là, c'est une partie qui réfléchit par analogie. C'est-à-dire que ce qui est infiniment grand est comme ce qui est infiniment petit. C'est une réflexion analogique. Donc c'est une réflexion par les archétypes, par des grandes structures. Et donc c'est plutôt une vision organique, et c'est là que se trouve la capacité à donner du sens. Donc, ce matin, je vais vous parler beaucoup par des archétypes. On va mettre de côté le détail, la pièce détachée,
pour essayer de comprendre les choses dans leurs grands archétypes, dans leurs grandes structures, pour que ça prenne du sens. D'accord? Et donc, qui dit donner du sens, créer du récit, pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait une signification et une direction. Donc, il faut qu'il y ait du temps. Donc, je vais vous raconter l'histoire finalement. La société moderne est une société très amnésique. Et donc, se raconter l'histoire, ça va nous permettre de comprendre les choses. Donc, je vous dis, on aménage le monde comme on envisage la vie. Envisager la vie, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que cette réalité? D'accord? Et donc, être au monde, à preuve du contraire, être au monde, ça veut dire avoir un corps. Donc, je vous parlerai de notre corps. Et ce corps, il est incarné sur la Terre, c'est-à-dire dans un espace-temps. Et donc, je vous parlerai beaucoup de notre corps et notre relation à l'espace-temps pour raconter cette histoire. Ok? Alors, vous allez voir, je vais partir de loin, je vais raconter toute l'histoire. Alors, ça va être très synthétique, hein. Mais vous allez voir, on va revenir dans le présent assez rapidement. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas trop en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire là ce matin? Je ne comprends pas du tout de quoi cette dame va nous parler. » En fait, dans l'histoire qui est la nôtre, hein, de Homo sapiens, hein, de nous tels qu'on est aujourd'hui, hein, dans notre histoire, on a eu 3 façons d'habiter la Terre. 3 façons d'être au monde. La façon des chasseurs-cueilleurs, l'ère sauvage. La façon des paysans, cultiver la terre, l'ère paysanne. Notre façon à nous d'habiter la Terre, les modernes thermo-industriels. Et puis, nous sommes en train de sortir de la modernité et nous allons vers quelque chose qui est complètement inconnu. J'ai appelé ça la noosphère, qui veut dire la sphère de la pensée humaine. C'est une référence à Pierre Teilhard de Chardin, qui a, prophétisé, on va dire ça comme ça, qu'un jour, la pensée humaine serait connectée. D'accord? Et entre chaque période, il y a des révolutions techniques qui nous font changer notre relation à l'espace et au temps, et donc nous font changer notre façon de voir qu'est-ce que la Terre et qu'est-ce qu'on fait là. Ok? Alors je vais vous raconter de façon très archétypale un petit peu ça pour que vous compreniez un petit peu l'enchaînement. La première façon d'habiter la Terre, c'est la façon des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Okay? Donc ces chasseurs, cueilleurs, pêcheurs vivent dans la nature sauvage. D'accord? Donc c'est pour la raison pour laquelle on appelle ça l'ère sauvage. Hein, c'est pas les humains qui sont sauvages, c'est la nature. On pourrait dire que la nature, c'est une donnée qui est extérieure à nous. Hein, on pourrait dire que c'est une donnée originelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace pour des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs? Alors, les chasseurs-cueilleurs sont d'abord, ils vivent de prédation sur leur environnement, ils sont nomades. D'accord? Donc ce sont des gens qui sont nomades, qui vivent en groupes familiaux très petits, une dizaine de personnes. Ils sont nomades. Donc qu'est-ce que le territoire, qu'est-ce que l'espace pour des gens qui sont nomades? Eh bien l'espace est un chemin. L'espace est linéaire. La représentation de l'espace, elle est linéaire, c'est un chemin. Qu'est-ce que le temps? Pour ce qu'on en sait, chez les chasseurs-cueilleurs, la perception du temps est occasionnelle. C'est-à-dire que soit c'est maintenant que je tire à l'arc, c'est maintenant que je dois m'enfuir, soit c'est pas maintenant. Et si c'est pas maintenant, le temps n'a aucune importance. D'accord? Qu'est-ce que ça donne dans le corps, cette représentation de l'espace-temps? Eh bien, dans le corps, si c'est maintenant ou pas maintenant, dans le corps, le centre de la décision va être au niveau du ventre, de l'abdomen. C'est-à-dire, c'est maintenant que je ressens, c'est donc le ressenti
qui s'active en premier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tout le temps toutes les compétences, hein, mais pour des chasseurs-cueilleurs, c'est le ressenti qui s'exprime en premier. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire une réunion pour savoir s'il faut partir tout de suite. Donc, on est au niveau du ressenti. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que vous allez voir que tout est... Après, on pourrait associer plein de choses, la question de l'art, la question de la vision spirituelle, par exemple. Hein. Là, on est plutôt dans une représentation de l'esprit et dans tout et partout. Donc, une vision plutôt chamanique ou animiste des choses, d'accord? Donc, dans le corps, la sexualité, on pourrait dire que l'ère sauvage, c'est plutôt l'âge de la mer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, dans les représentations paléolithiques, on voit très bien qu'il y a assez peu d'abord de représentations humaines, que quand il y a des hommes, ils sont presque filiformes, il n'y en a presque pas. En revanche, il y a plutôt des représentations féminines, des Vénus paléolithiques, mais vous voyez que ce sont des femmes qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, qui n'ont presque pas de tête non plus. Mais par contre, ce sont des femmes qui ont des énormes poitrines, des énormes fesses, une vulve très apparente. On pourrait dire que dans l'art paléolithique, très clairement, c'est le ventre des femmes qui est l'origine de la vie. Hein, c'est le mythe originel de la caverne, hein, c'est l'obscure femelle. Hein, donc, on est vraiment dans plutôt l'âge de la mer, c'est le ventre des femmes qui engendre la vie. Il n'y a pas d'aménagement, hein, puisqu'ils sont nomades, donc ils construisent à chaque fois, ils se déplacent, que ce soit l'habitat, les instruments de musique, ils vont faire sur place en fait. Hein. Donc vous voyez un petit peu le monde dans cette vision du monde. Qu'est-ce que le monde? Peut-être c'est un terrain de chasse. Cette réalité, je n'irai pas plus loin parce qu'en fait, en Europe, il n'y en a aucune mémoire vivante. Hein, puisque très précocement en Europe et dans l'ensemble eurasiatique, les chasseurs-cueilleurs ont quasiment disparu. Ils ont disparu parce qu'il y a une révolution technique, qui est donc la révolution agricole. La révolution agricole, qu'est-ce que c'est? C'est la domestication de certaines plantes et de certains animaux. Domestication, domos, la maison. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, les chasseurs-cueilleurs, on pourrait dire que ce sont des humains qui vivent en fusion dans la nature. Ils sont dans la nature. Quelle est leur relation à la nature? C'est la fusion totale, ils sont immergés dedans. Alors on pourrait dire que peut-être la nature les domine totalement, je ne sais pas, les englobe totalement. À partir de la révolution agricole, la domestication, ça veut dire que les humains vont commencer à créer leur monde. Domos, la maison. Je commence à faire rentrer des animaux, des plantes, dans ma réalité humaine. Je vais donc les domestiquer, les transformer pour qu'ils habitent avec moi. D'accord? Donc c'est important de le comprendre parce que les hommes vont commencer à créer une sorte de monde parallèle au monde de la nature. D'accord? Alors, domestication des plantes et des animaux. Qu'est-ce que produit l'agriculture? Elle produit une sédentarisation. Alors vous comprenez bien que des nomades qui se sédentarisent changent de monde. On ne peut plus avoir la même vision du monde si on se sédentarise que si on est nomade. D'accord? Donc, la question de l'espace et du temps va changer. Qu'est-ce que l'espace pour des paysans? Eh bien, l'espace pour un paysan, c'est pas du tout un chemin. L'espace n'est pas linéaire, c'est une aire. C'est une aire qui est sous son contrôle. Un espace sous contrôle, ça s'appelle un territoire. Donc, qu'est-ce que l'espace pour des paysans? C'est un territoire. D'accord? Donc, si on prend l'exemple de la France, une représentation de type de l'ère paysanne de la France, ça va être les frontières, la limite de mon territoire et l'occupation agricole de ce territoire. Okay, donc vous voyez toutes ces cartes de France du 19e siècle, on ne voit pas les villes. Hein. On a le contour de la France avec les régions agricoles. Qu'est-ce que le temps
pour des sociétés paysannes, eh bien, dans toutes les sociétés paysannes du monde, le temps est toujours représenté comme une roue qui tourne. Donc c'est un temps qui est cyclique et c'est un temps qui tourne au rythme du soleil. Donc tous les calendriers de l'ère paysanne sont des calendriers agricoles. Alors si le temps est une roue qui tourne, qu'est-ce que le futur? Eh bien pour nos anciens qui étaient des paysans, le futur, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est l'éternel retour du passé. C'est-à-dire que le temps, il n'y a pas une avancée, si vous voulez, il y a comme une répétition. C'est pourquoi souvent c'est le mythe de Sisyphe qui est utilisé pour représenter le monde paysan. Vous savez, Sisyphe, il a cette pierre, il la roule jusqu'en haut de la colline, et puis une fois qu'elle arrive en haut, elle redescend. Et Sisyphe recommence incessamment ce travail de remonter sa pierre, etc. Alors les sociétés paysannes dans le corps, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on pourrait dire, Emmanuel Todd dit, c'est l'homme qui croit en Dieu. Là, avant on était plutôt dans des formes animistes, l'esprit est dans tout. Là, on va avoir plutôt la structuration des religions. Donc c'est l'homme qui croit en Dieu. Les sociétés paysannes, on va agir non pas d'abord comme on ressent, même pas comme il nous semble logique de faire. Dans les sociétés paysannes, on agit selon ce que l'on croit qu'il est bon de faire. Les sociétés paysannes il y a quelque chose de très important dans les sociétés paysannes, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs, les vertus religieuses, les vertus, vous connaissez les vertus théologales et cardinales, la foi, la charité, l'espérance, on doit croire en Dieu, avoir confiance, etc. Et puis il y a les vertus cardinales qui sont la tempérance, le courage, la justice, etc. Et donc on est tenu de respecter ces règles morales, et donc on va agir comme on croit qu'il est bon de faire. C'est la raison pour laquelle la pire des émotions des sociétés paysannes, le pire, c'est la honte. On a échoué dans ces valeurs-là. Donc, on est plutôt au niveau de la poitrine. C'est l'homme qui croit. Du point de vue de la sexualité, on pourrait dire que l'ère paysanne, c'est, pour prendre un vocabulaire commun, c'est la mise en place du patriarcat. Pourquoi? Et puis, c'est l'apparition de la guerre. Et puis, il va y avoir aussi une propriété de la terre. Donc, à partir du moment où il y a une propriété, il y a un héritage. Donc, qui est garant pour la famille de garantir cette propriété de la terre? Et donc, dans la plupart des sociétés paysannes, eh bien, ça va être l'homme qui est garant de la propriété de la terre, et donc, par conséquence, les femmes, elles n'ont pas la propriété de la terre, elles vont plutôt se marier, elles vont être mariées avec des hommes qui sont garants de la terre. D'accord? Donc, on pourrait dire que c'est le début d'une organisation plus patriarcale, et puis on est aussi plus dans l'idée que c'est la semence qui est l'origine de la vie. D'accord? C'est pas tant le ventre des femmes que la semence, et du coup, on est plutôt dans l'âge du père. Si on veut aller dans l'archétype, on va dire que l'ère paysanne, c'est l'âge du père. Donc, qu'est-ce que le monde pour des paysans, si on simplifie? Qu'est-ce que le monde pour des paysans? Eh bien, le monde est comme un potager. Et donc, on va aménager la terre entière comme un potager. On pourrait dire que l'ère paysanne a un aménagement permaculturel du monde. Qu'est-ce que l'homme fait là-dedans? Eh bien, on est dans l'ère de la terre, c'est un âge de la terre, la vision du monde, c'est la terre. Donc, en fait, qu'est-ce que l'homme? L'homme est une figure de terre. Il est poussière et il retournera poussière, mais cette figure de terre, elle est vivifiée par l'esprit. C'est l'homme qui croit en Dieu. Qu'est-ce que ça va donner également comme aménagement? Ces sociétés paysannes, elles vont... vous voyez, si le monde est un potager, vous comprenez que, par exemple, les jardins, dans les sociétés paysannes, ce sont des jardins nourriciers. D'accord? Un jardin paysan, c'est un jardin nourricier.
Et puis on va aménager, donc les humains vont s'adapter à tous les écosystèmes. Donc les sociétés paysannes vont se nourrir de tous les écosystèmes possibles et imaginables. Depuis les polders des Charentes jusqu'aux estives dans les Alpes, tout est aménagé par le monde paysan. Ça donne une adaptation incroyable à l'écosystème et une grande diversité des paysages agraires. On estime qu'en France, il y a à peu près 400 pays différents qui correspondent à des systèmes familiaux et aussi donc des écosystèmes, c'est très varié. De la même façon que dans les sociétés paysannes, on pourrait dire que l'urbanisme est ultra démocratique, puisque chacun fait sa maison. Au pire, il y a entre moi et ma maison un maçon qui est maçon du village. Et donc, on va avoir une architecture régionale qui va être liée à la présence de tel ou tel matériau. Et puis après, on regarde un peu comment on fait les voisins. Et puis, on fait un peu pareil. Et regardez comment toutes les productions d'habitat de l'ère paysanne sont uniques. C'est-à-dire que Champignelles ne ressemble aucunement au village d'à côté. C'est-à-dire qu'on ne va pas confondre Charny avec Saint-Fargeau, etc., etc. Parce que chaque village est unique. Vous voyez les différences avec le monde actuel. Que dire également? Les sociétés paysannes sont des sociétés qui ont une... Alors, on pourrait dire que l'homme commence à décoller de la nature. Il est plutôt dans une relation un peu de lutte. Hein. Les paysans n'ont cesse d'essayer de dégager le sauvage pour pouvoir cultiver un espace pour eux. Donc on est plutôt dans une sorte un peu de lutte. Néanmoins, les sociétés paysannes sont dans des relations de réciprocité avec la nature. Pourquoi? Parce que la grande histoire des sociétés paysannes, c'est le maintien de la fertilité des sols. Maintenir la fertilité des sols, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une relation réciproque avec les écosystèmes. C'est-à-dire, je donne du fumier pour avoir du grain. Je donne, je reçois. D'accord? Une relation de réciprocité. Les sociétés paysannes ont un grand souci de l'écosystème parce que leur survie en dépend. Donc, voilà un petit peu où on en est. Alors, en termes social, les chasseurs-cueilleurs, ils n'avaient que la famille. Donc, dans les sociétés paysannes, on a deux niveaux de communauté, de vie. La famille, mais aussi le village. Dans les sociétés, d'ailleurs, il en reste, dans les sociétés rurales, ça reste encore un peu. On ne va pas dire, dans les sociétés modernes, on se définit par son métier. Je vais dire, Valérie Jousseau, je travaille à la fac, vous voyez. Dans une société paysanne, je vais dire, Valérie Jousseau, la petite fille du père Jousseau de tel village. Je vais dire, ah oui, d'accord. Donc, l'identification sociale se fait par lignage et village. Donc, vous voyez un petit peu le portrait. Bon, il y en a vous en avez bien sûr des souvenirs, il y en a des mémoires encore vivantes. Mais cette société paysanne qui voit le monde comme ça, elle n'existe plus. La société paysanne que je viens de vous décrire, ça n'existe plus. Cette représentation, cette façon d'être au monde des paysans n'existe plus. Alors, on a appris à l'école, souvent, on a tendance à nous raconter une gentille histoire, que le passage de la société paysanne à la société moderne, c'est une gentille évolution économique. Vous voyez, c'est ce qu'on apprend. On était des paysans, et puis on s'est modernisé, puis on est devenu moderne, et tout ça, c'est une belle histoire économique. La réalité, c'est pas que c'est une belle histoire économique, c'est l'histoire d'une transformation culturelle profonde. C'est l'histoire d'une acculturation complète. On a changé de culture, et ce changement de culture, il ne s'est pas passé de façon super gentille, tout le monde était content. Alors je ne sais pas comment c'était dans la région, mais on a, à l'école, on a inculqué la honte des origines aux enfants de paysans. C'est-à-dire que on a dit, la façon dont vous parlez,
c'est ridicule. Alors, on a interdit de parler les langues régionales. Donc, votre façon de parler est ridicule, lamentable, mais votre façon de vous habiller est ridicule, votre façon de voir le monde est ridicule, mais même votre façon de faire de l'agriculture est nulle. D'accord? Donc on a inoculé la honte de soi à l'ensemble de la culture paysanne jusqu'à leur dire que leur façon de pratiquer l'agriculture était lamentable. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique » qui est paru en 2016. Et dans ce livre-là, les sociologues disent « Qu'est-ce qu'on appelle le développement ?» Qu'est-ce qu'on appelle le développement? Et leur réponse est la suivante: on appelle le développement l'éradication des cultures paysannes de la surface du globe. Donc, le passage de la société paysanne à la société moderne thermo-industrielle, on peut l'avoir comme une gentille histoire économique merveilleuse où tout va bien, mais on peut aussi la voir comme un changement culturel qui a été imposé au monde paysan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ère de la modernité? Parce que c'est notre monde. Et donc, c'est important qu'on ait un regard sur notre monde pour comprendre, parce que nous sommes en train d'en sortir. Hein? Donc, c'est important de comprendre de quoi nous sortons. Et puis, c'est important de comprendre aussi que, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça de sortir de cette vision du monde, parce qu'il y en a eu d'autres, il y en a d'autres. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la modernité? La modernité, elle va s'imposer après la révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est que la révolution industrielle? C'est la deuxième révolution du feu. La première révolution du feu, c'est d'allumer le feu, vous voyez. Mais ça, c'est même pas Homo sapiens, c'était encore avant que ça a été inventé. Donc, et la deuxième révolution du feu, c'est quand l'homme réussit à transformer du feu, qui est donc une chaleur, en un mouvement. D'accord? La révolution industrielle, c'est la transformation d'une énergie thermique en une énergie mécanique. Et cette transformation a lieu grâce à l'invention du moteur. Donc la révolution industrielle, c'est la vie motorisée. D'accord? Donc, la vie motorisée. Alors, qu'est-ce que produit la motorisation? Eh bien, la motorisation va produire deux choses qui sont, l'accélération. Tout va être accéléré, on va avoir une puissance énergétique qu'on n'a jamais eue. On va pouvoir, limite, déplacer des montagnes. C'est même pas trop de dire qu'on peut déplacer des montagnes. Et puis surtout, ça va produire de la mobilité. D'accord? Donc, vous comprenez qu'un monde paysan, qui est un monde pour qui l'espace est difficile. Vous voyez, dans les sociétés paysannes, on n'allait pas bien loin, parce que c'est quand même lourd de se déplacer. Mais par contre, on avait le temps. Hein, le temps et l'espace sont liés. On ne peut pas avoir les deux. Okay? Donc les paysans, ils n'allaient pas loin, mais ils avaient le temps. Ils construisaient pour l'éternité parce que ça demandait beaucoup de travail. Hein, pour des paysans, on pourrait dire que le slogan, ce serait de dire c'est fertile, c'est durable et donc c'est de bonne qualité. Nos anciens qui étaient des paysans, ils aimaient ce qui est fertile, durable et donc de bonne qualité. On va voir que nous, c'est plus du tout notre slogan en fait. Hein. Et donc, dans les sociétés, la société moderne, elle, c'est une société de la mobilité. C'est-à-dire que la société moderne, grâce au moteur, va pouvoir conquérir l'espace. Et d'ailleurs, la modernité est associée à la conquête de l'espace terrestre d'abord, puis, aujourd'hui, pourquoi pas, à l'espace interstellaire. D'accord? Donc la modernité, c'est la conquête de l'espace, c'est la maîtrise de l'espace, c'est comme une domestication de l'espace. D'accord? Mais par contre, tout ce qu'on va gagner dans l'espace, on le perd en temps. C'est-à-dire que la modernité, c'est l'accélération des rythmes sociaux, il faut que ça aille vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. D'accord? Alors vous comprenez bien que des gens qui sont des sédentaires, qui deviennent mobiles, eh bien, on va changer de monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde n'est plus ce territoire qu'on connaît par cœur, dans lequel on tourne un petit peu en rond toute sa vie. Vous voyez? D'accord? Alors, la modernité, c'est la vie motorisée. Donc, on va commencer à produire
des biens matériels en grande quantité du fait de l'accélération et la capacité de production. C'est la raison pour laquelle on dit thermo-industriel, parce qu'avant l'industrie, elle était hydraulique. Alors ça c'est la première chose. Mais c'est pas tout. La révolution industrielle, c'est pas juste le passage à quelque